vous le permettez, on va démarrer cette belle rencontre. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de la très belle série et conviviale série, donc Mon Petit Entretien. Je vous rappelle un peu l'idée derrière les Mon Petit Entretien, c'est-à-dire qu'on souhaite faire des rendez-vous livresques, de recevoir en fait des autrices, des auteurs de différents horizons d'ici et d'ailleurs, afin qu'on puisse leur permettre d'exposer un peu plus librement, je dirais, de dire à voix haute un petit peu ce qu'ils ont fait au cours des derniers mois, des dernières années, en se plaçant derrière la table pour rédiger, pour écrire. Je vous situe un petit peu sur aussi le déroulement d'un Mon Petit Entretien. Alors, dans quelques minutes, je vais présenter notre invité du jour, notre invité de la semaine, Dominique Lebel. Mais ensuite, on va faire en sorte de revenir sur deux ouvrages que Dominique Lebel a fait paraître au cours des dernières années. Dans l'intimité du pouvoir, donc en 2016, et plus récemment, et vraiment on est collé sur cet ouvrage-là, L'Entre-deux mondes, journal des années 2016-2018. On va tourner un petit peu autour du contenu de ces deux ouvrages que j'ai particulièrement appréciés et que je trouve d'ailleurs essentiels comme genre. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes. Et c'est l'actualité qui nous oblige un petit peu à le faire. Juste avant de vous céder la parole pour questions publiques, on va peut-être parler un peu d'actualité politique. Et je pense que j'ai un sprinter sur l'actualité politique. J'ai un très bon patineur pour le faire. Puisqu'on est en campagne électorale aussi, on va peut-être échanger sur ce qui se passe dans notre actualité, parce que bientôt, vous aurez à faire un choix électoral. Puis c'est quelqu'un qui s'y connaît aussi dans les dynamiques électorales. Et avant que vous ne quittiez, après la période de questions là, du public, on vous a remis des petits coupons pour un tirage à la toute fin où on va faire tirer 3 exemplaires de l'ouvrage, donc L'Entre-deux mondes, journal des années 2016-2018. Alors, ne partez pas. Et si jamais, malheureusement, vous n'avez pas la chance, l'opportunité de gagner un exemplaire de l'ouvrage, vous avez remarqué que sur votre chaise, on vous a laissé un petit signet en collaboration avec la librairie coopérative. Alors, si vous souhaitez aller vous procurer le livre de Dominique Lebel, bien, vous avez 25 % de réduction au cours des 2 prochaines semaines. Pourquoi pas, comme on dit, why not? Et avant de vous présenter notre invité, j'aime bien rappeler aussi que vous êtes dans un fabuleux espace. Vous êtes à la bibliothèque, vous êtes dans notre espace conférence. Et je tiens à souligner la collaboration de nos collègues de la bibliothèque à chaque fois, que ce soit Louis Goulet, que ce soit Julie Dubois, Mélanie Dubé ou Nancy Lamontagne. Et je souligne aussi le fait que chacun des Mon Petit Entretien est enregistré et filmé par l'équipe de la DISTI, par le service audiovisuel, et que le produit final est toujours disponible par la suite. Il faut attendre un peu quelques semaines sur le site web de la bibliothèque. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite mon invité, Dominique Lebel. Alors, je vous fais la bio de Dominique Lebel, puis je suis obligé d'en échapper quelques morceaux parce que c'est un parcours assez riche. Alors, Dominique Lebel est entrepreneur en technologie. Il est vice-président senior du géant canadien des jeux vidéo, Behavior Interactif. Il est l'ex-dirigeant pour le Québec de l'agence de publicité et de communication Cossette dans les années 2000. Dominique Lebel cumule plus de 20 ans d'expérience comme exécutif dans les secteurs des communications et des technologies, où il a travaillé auprès de grandes marques nationales et internationales. Il a été directeur de cabinet dans le gouvernement de Lucien Bouchard à la fin des années 90. Il a été aussi l'ancien directeur de cabinet adjoint de la première ministre du Québec de 2012 à 2014. La première femme première ministre. La première femme première ministre de l'histoire et la seule à ce jour au Québec. Et Dominique Lebel est aussi un diplômé de l'Université du Québec à Montréal en histoire. Alors, Dominique Lebel, d'abord, bienvenue au Cégep Édouard-Montpetit. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est un plaisir. De venir à notre rencontre. Une première question rapido sur votre parcours. En fait, 2 questions. La première, pourquoi vous avez décidé un jour de faire des études en histoire? Parce que ici, vous avez des étudiants largement en sciences humaines, en sciences sociales. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'histoire? D'abord, une histoire... bonjour tout le monde, d'abord.
Une histoire familiale, souvent, qu'est-ce que font nos frères et nos sœurs peut un peu nous orienter. Et moi, je viens d'une famille nombreuse, où on était 6 enfants, et moi, je suis le plus jeune de 6. Et le plus vieux a fait des études universitaires en histoire, est prof d'histoire à l'Université Laval. Et voilà. Et donc, les six enfants, on a fait des études universitaires. Je le note parce que, d'abord, je viens d'un village, en Estrie, où c'est rare qu'une famille entière va à l'université. Mais je note ça juste pour... C'est quelque chose que vous pouvez regarder autour de vous aussi, dans votre famille immédiate, dans les gens que vous connaissez. Il y a souvent beaucoup de filiations dans les mêmes familles. C'est-à-dire, ce que va faire ceux et celles qui sont des aînés de votre famille, même si vous êtes 2, 3, on réalise que bien plus tard, ce que le premier d'une famille a comme impact sur ses frères et ses sœurs. Alors, c'est quelque chose que, évidemment, quand on est jeune puis on est dans le feu de l'action, on ne le réalise pas. Mais on a beaucoup, comme plus vieux de famille, on a beaucoup d'impact sur le reste de la famille. Mais vous êtes allé en histoire d'abord. Oui, donc je suis allé en histoire. En histoire, mais vous êtes allé au cégep de Drummondville. Oui. Et vous me racontiez tout à l'heure l'expérience d'un cours d'histoire assez inusité au cégep de Drummondville, qui vous a d'ailleurs assez marqué, je pense. Hein? Oui. 2 choses, en fait. J'ai un professeur d'histoire en secondaire 5 qui m'a beaucoup marqué. Et au cégep, on avait un cours sur les guerres, peut-être, au 20e siècle. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Risk, le jeu de société. Il y a un jeu vidéo aussi, Risk. Je connais un peu les jeux vidéo. Alors, c'était une grande table au centre de la pièce, comme si on jouait à Risk, mais c'était la vraie carte du monde, et on jouait. À chaque cours, on faisait que jouer. On représentait différents pays, et le prof tournait un peu autour de la table et donnait des leçons d'histoire pendant qu'on jouait. Puis c'était comme ça tous les cours. C'est toute une méthode pédagogique, ça. Il faudrait peut-être garder la leçon. C'est quand même assez extraordinaire. Bon, je note quand même que j'ai aussi étudié en histoire parce que je ne savais pas trop ce qui m'intéressait. Ouais. Et là, je vais peut-être dire quelque chose d'étonnant, mais ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de faire des choses, c'est de le faire. Alors, je savais que je voulais aller à l'université. Alors, je suis allé à l'université. Je ne savais pas trop en quoi. Je suis allé en histoire parce que ça me paraissait intéressant. Ça m'intéressait. Mais ça me paraissait peut-être pas trop difficile non plus. Bon, toutes sortes de raisons. Et dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais travaillé en histoire. Mais s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir fait ces études-là. Jamais, j'ai regretté d'avoir étudié en histoire. Donc, on est quand on est en fin de secondaire, quand on est au cégep, même les premières années universitaires, on met du temps on se questionne beaucoup sur on est-tu à la bonne place, on fait-tu la bonne chose, les bons choix et tout ça. L'important, c'est de faire des choix qui nous amènent quelque part. C'est-à-dire, est-ce que je vais apprendre? Je vais prendre plaisir à apprendre quelque chose, etc. Puis de ça, on débouche sur les bonnes choses. C'est la même chose dans le travail ou dans un parcours professionnel. Moi, Jacques, permettez de vous appeler Jacques. Absolument. C'est un peu mon parcours. Si je suis la preuve d'une chose, c'est qu'on peut mener plusieurs vies en même temps. On peut faire plein de choses. Et j'ai fait plein de choses dans ma vie. Puis je pense que je vais en faire encore beaucoup. Mais le seul raisonnement que j'ai eu dans mon parcours, c'est de me dire, si j'accepte tel nouvel emploi ou je postule pour tel nouveau poste, est-ce que j'aurais pu faire ce poste-là, cet emploi-là, sans l'emploi d'avant? C'est le seul raisonnement. Si la réponse est « Ah ben non, c'est parce que j'ai fait ceci que je peux maintenant faire cela », le reste, c'est pas trop important. Ça veut dire que j'avance. Ça veut dire que je fais des choses là, que je fais pas. Il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir un emploi où on se dit, ben ça, j'aurais pu faire ça il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Tu sais, l'important, c'est de progresser, soit en changeant d'emploi, ce qui va vous arriver parce qu'aujourd'hui, on change beaucoup plus d'emplois qu'on pouvait changer d'emploi avant, ou bien de progresser dans son emploi. Là. Je ne dis pas qu'il faut changer d'emploi pour progresser. On peut très bien progresser, mais on ne fait pas notre travail, n'importe quel travail qu'on fait, quand on le fait, ça fait 5, 10 ou 15 ans qu'on le fait, on ne le fait pas de la même façon. Je parle trop, hein? Non, c'est au contraire, ça ouvre toujours de plus en plus de portes, mais juste avant de clore un peu cette première partie introductive,
Vous êtes chez Behavior Interactif. Ça mange quoi en hiver, ça? Et qu'est-ce que vous y faites? Parce ouais. que, d'une part, vous voyagez beaucoup. Ouais. Vous êtes un globe-trotter. Ouais. Je sais que bientôt, vous serez à Singapour. Ouais, vous étiez hier à Toronto, juste pour vous donner une idée, là. Donc, il y a pas mal de carburant dans les chaussures. Vous faites quoi chez Behavior? Oui, alors, mais ça, c'est génial. Behavior, c'est une boîte de jeux vidéo. C'est le plus important développeur de jeux vidéo à propriété canadienne. Alors, il y a beaucoup de grands studios internationaux qui ont des studios de développement au Québec, beaucoup à Montréal. Mais il y a aussi des grands studios québécois. Nous, c'est le plus grand studio québécois. On a 600 employés dans cette boîte-là. Fait qu'on vous voyez qu'on peut faire toutes sortes de choses parce qu'on va voir, j'ai fait de la politique aussi et tout ça. Alors, je suis un des dirigeants de la boîte et je suis chef de la stratégie de la boîte. Et par définition, une boîte de jeux vidéo, on développe des jeux qui vont pouvoir être joués partout dans le monde. Et donc, je voyage beaucoup, rencontrer des clients, des partenaires, ce qu'on appelle des publishers dans le monde du jeu et tout ça. Donc, oui, je voyage beaucoup et ça me plaît beaucoup parce que ça donne beaucoup de temps pour lire. L'avion, l'attente de l'avion, les hôtels le soir en Europe et aux États-Unis. Et c'est vrai que ça vous donne du temps pour lire. Ça donne beaucoup de temps. Parce que vous êtes un boulimique de lecture, en tout cas. On en reparlera un peu plus tard, mais moi, je vois quelqu'un qui constamment est en train de lire et des œuvres importantes. On va peut-être y revenir un petit peu plus à la fin, mais j'aimerais qu'on en vienne maintenant à la parution de vos 2 premiers ouvrages. Et c'est la première fois dans l'histoire des Mon Petit Entretien qu'on reçoit, on me permettra l'expression, un diariste. Hein? Quelqu'un, ça vient de l'anglais, un diary, quelqu'un qui tient un journal. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour permettre peut-être à Dominique Lebel de parler de ce que c'est que tenir un journal comme tel et ce que c'est comme genre aussi, parce qu'il y a un choix. À quelque part, vous écrivez que vous auriez souhaité écrire d'abord un roman, ce qui n'a pas été le cas. Mais donc, vous avez surtout écrit des journaux, et constamment, vous prenez des notes. Tous les jours, vous écrivez, je vous imagine avec votre petit calepin dans la poche arrière droite, vous êtes constamment en train de griffonner. Alors, pourquoi avoir choisi ce genre? Et qu'est-ce que c'est exactement? Hein? La preuve, la poche, je ne l'avais pas vu, mais c'était l'autre poche. Oui, alors, c'est un gros mot, un journal. Puis ça fait souvent référence à un journal intime, là, tu sais. Alors, souvent aux enfants, là, tu sais, les enfants qui écrivent leur journal, tu sais, on trouve ça rigolo. J'aime mieux dire que je prends des notes. Alors, et j'en prends depuis toujours, donc je prends des notes. Sans trop, pendant longtemps, de toute façon, je ne pensais pas que ça allait être publié un jour, donc avec une certaine liberté. Et puis, on retravaille ça par la suite. Donc, je prends des notes, surtout vie familiale, le travail, la politique parce que je m'y intéresse, mais la culture aussi, mes lectures. Je mélange ça. Moi, je crois beaucoup au mélange des genres. On est dans un monde où on est de plus en plus spécialisé. Ah, un tel, puis on aime ça, on aime ça mettre des étiquettes. Hein? Un tel, il fait du sport. Tu sais. Mon ami X, lui, il fait du sport. L'autre, lui, son étiquette, c'est vie à la campagne. Tu sais. L'autre aime la pêche. La réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on est dans notre tête. On est tout ça à la fois. Et prendre des notes au jour le jour, c'est comme un dialogue avec soi-même. Et ça révèle tout ça. Tu sais. L'enchevêtrement, il n'y a pas juste une vérité, il y en a plein. C'est l'enchevêtrement de toutes sortes de réflexions puis de pensées qui donnent en bout de ligne. Les gens qui lisent mes livres font leur propre interprétation de tout ça. Mais ça donne une espèce de tapisserie. Et rappelez-vous, quand vous voyez, il y a des tapisseries peut-être chez vos grands-parents, là. Quand vous y repensez après, qu'est-ce qui vous revient? Bien, une teinte, c'est un peu flou. C'est un peu ça la lecture d'un journal par la suite. Okay? Ça donne une couleur aux choses.
Et ça marque le temps. Écrire un journal, c'est comme souligner des phrases quand on lit dans un livre. C'est comme utiliser un marqueur. On marque des éléments dans notre vie qui n'ont pas nécessairement un sens quand on le fait, mais qui ont un sens beaucoup plus... qu'on sens un jour. Pour soi-même, les publier, c'est une autre démarche. Là, on tombe dans une autre chose. Et il ne s'agit pas d'écrire pour publier, il s'agit d'écrire pour penser. Ça m'arrive régulièrement de dire des choses. Ça m'est arrivé depuis le début de notre discussion, de dire des choses ou de dire des phrases que j'ai déjà écrites dans mon journal à un moment donné. Ils sont comme marqués. C'est quand même intéressant. Et vous faites ça depuis longtemps? Je fais ça depuis certainement 25 ans. Donc, je ne l'ai pas fait jeune, mais je l'ai fait dès que j'ai commencé, dès que je suis entré sur le marché du travail. Il y a une petite phrase dans le journal que vous avez récemment publié. Je vous lis, page 96. « Être un peu à l'écart des autres tout en étant avec eux, c'est depuis aussi longtemps que je me souvienne ma position favorite dans la vie. » Et on vous imagine toujours effectivement proche, mais en même temps un peu à l'écart. Ça peut être un peu paradoxal. Ça fait un peu peur aux gens, là. Ouais. Les gens qui... Moi, c'est toujours paradoxal. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui parle très peu. Fait que si on me donne un micro, je risque de parler beaucoup. Oui. Je suis quelqu'un de très, très... qui était très, très, très gêné. C'est souvent le cas au secondaire. Là, si vous vous rappelez, quand vous étiez au secondaire, là, il y a beaucoup de gens... La proportion de gens qui apparaissent gênés est très, très élevée. Plus tu vieillis, moins elle est élevée, mais elle demeure. Mais pour beaucoup de gens, c'est un trait très marquant de leur adolescence, début de vie adulte. C'est une espèce de vie intérieure qu'on a du mal à sortir. Tu es gêné. Moi, j'avais ça. Alors, donc, je suis devenu l'exact inverse. Je n'ai plus aucune gêne aujourd'hui, plus de trac, je peux parler devant une foule, j'ai fait de la politique et tout ça. Alors, mais j'ai combattu ça, donc j'étais... Bon. Et quand on est gêné ou qu'on ne parle pas beaucoup, les gens nous prêtent des intentions aussi, tu sais. Les gens, bon, lui, tu sais, bon... Fait qu'il y a une espèce de... Ça crée un drôle de rapport aux gens. Mais oui, donc, pour répondre à la question simplement, je me suis toujours un peu positionné à mi-chemin entre un acteur et un observateur. Si on regarde le parcours politique, j'ai pas été élu, là. J'ai pas été ministre, mais j'ai été... le premier derrière un ministre. Je n'ai pas été premier ministre, mais j'ai été le premier derrière un premier ministre. Là, c'est un peu la même chose d'une certaine façon. D'ailleurs, vous ouvrez la porte parce qu'on va faire un retour en arrière sur la première parution. Et on l'a ici à la bibliothèque. Et si jamais vous avez l'occasion, allez l'emprunter. Donc, dans l'intimité du pouvoir, journal politique 2012-2014, vous avez à la première page, donc vous avez Dominique Lebel qui est un peu en retrait, et vous avez au cœur de la première page la première ministre, Pauline Marois. C'est une photo dans l'autobus de campagne. De campagne de 2014, peut-être, à ce moment-là? De 2012? Non, de 2014. Je n'étais pas dans l'autobus en 2012. Okay. Donc, de 2014. Donc, vous en voyez beaucoup des autobus en ce moment à la télé ou dans les journaux. Là, ils ont chacun leur autobus de campagne. C'était une photo dans l'autobus. Et d'ailleurs... C'est un huis clos, hein, comme au théâtre. Au théâtre, là, quand on dit un huis clos, là, ça veut dire que dans une pièce de théâtre, c'est quand une pièce de théâtre sont 4-5 personnes, puis ça se passe dans une seule pièce. Là, des pièces un peu arides, souvent. C'est vrai. On appelle ça un huis clos. Alors, un autobus de campagne électorale, c'est un huis clos. J'aime bien rappeler aux étudiants, donc 2012, septembre 2012, il y a 7 ans, l'ouvrage de Dominique Lebel commence le 4 septembre 2012 à l'élection de Pauline Marois comme première ministre dans le cadre d'un gouvernement minoritaire. Et on commence avec un événement dramatique. J'aimerais ça qu'on y revienne parce que je me demandais un peu où vous étiez à ce moment-là. Mais le 4 septembre, au moment où Pauline Marois est au Métropolis, il y a un attentat qui se déroule. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, Dominique Lebel? Oui, j'étais là le soir de l'attentat. Je ne sais pas, avez-vous vous avez des images de ça en tête, probablement. Hein? On voit Mme Marois qui se fait sortir de scène, qui revient, bon...
Oui. Alors, au Métropolis à ce moment-là? C'était au Métropolis. Je pense que ça a été démoli, Métropolis, est-ce que je rêve? Métropolis, tu vas aller voir des spectacles au Métropolis? Il a été démoli? Non. Ça a changé de nom, mais ça n'a pas été démoli. C'est Spectrum qui a été démoli. Oui. Okay. Oui, le Métropolis existe encore. Donc, c'est un théâtre assez ordinaire où il y a beaucoup de shows de musique et avec des balcons en haut. Moi, j'étais sur un balcon comme dans un espace réservé où on devait être, je ne sais pas, 30, 40 proches de la première ministre. Mais j'étais pas près d'elle sur la scène. Ce qui fait réfléchir parce que le soir de l'élection, je pense que c'était un mardi, à cause de l'Action de grâce. Je pense qu'on a voté un mardi cette fois-là. Et la semaine d'avant, le jeudi soir, on avait fait un événement au même endroit. Au Métropolis. Et là, j'étais exactement là où le tueur est entré. Alors, j'étais vraiment derrière la scène, là, avec... pour ceux qui avaient déjà visité des arrière-scènes, là, c'est toujours une position de rêve, là. Tu es tout près, tu sens la foule devant. Puis je voyais Mme Marois parler. Et c'est toujours drôle, parce qu'après, on oublie ça, puis on fait comme si ça n'avait jamais existé. Mais Julie Snyder, que vous connaissez probablement, avait annoncé qu'elle appuyait le Parti québécois ce soir-là. Elle avait fait son coming out, si on peut dire. Il n'y a rien comme faire son coming out, puis après, finalement, ça marche pas, puis c'est un gouvernement minoritaire. Mais c'est la vie. Donc, elle s'était mouillée ce soir-là. Donc, il y avait Julie Snyder, Mme Marois, puis j'étais là. Donc, je sais exactement comment ça se passe derrière la scène. Je connais la porte par laquelle il a souhaité entrer, exactement. Et l'autobus de campagne était stationné derrière. Donc, avant l'événement avant le soir de l'attentat, donc avant l'événement, les heures précédentes, j'étais dans l'autobus, juste derrière le Métropolis. On sait maintenant qu'il était stationné, lui-ci, toute l'après-midi, là, au même endroit. J'étais là avec Mme Marois. Bon, pour le reste, c'est tout ce que je peux en dire parce que j'étais pas sur la scène, j'étais pas si proche que ça. Sauf que on avait de prévu un souper avec elle après. On s'était dit qu'elle perde ou qu'elle gagne, on va aller souper ensemble, bon, pour célébrer la victoire ou pleurer la défaite. Et donc là, tout ça a été chamboulé et j'ai été comme un chauffeur désigné quand vous allez dans un party. J'ai été désigné, moi, pour aller avec Mme Marois après l'attentat. Donc, je me suis retrouvé, puis ça, je le raconte dans le livre, toute la nuit à l'hôtel avec elle, avec un sentiment là, incroyable. Elle était première ministre depuis quelques heures, mais minoritaire. Donc, déjà, c'est une victoire, mais comme ce qui pourrait arriver le 21 octobre prochain. C'est possible que le prochain premier ministre du Canada soit minoritaire. Fait que tu gagnes, mais dans le sentiment d'avoir perdu un peu en même temps. Et on avait tenté de la tuer. C'est parce qu'on peut dire ça de toutes sortes de façons, là, mais on avait tenté de la tuer. Alors, je l'ai quitté peut-être à 4h30 ou 5h le matin. C'était assez particulier. Puis on recevait les rapports de police. Ils ont trouvé... il y a quelqu'un de mort, il y a quelqu'un qui a été tué dans l'attentat, etc., un technicien. Mais alors voilà. C'était une façon assez extraordinaire de commencer un mandat politique. Étonnamment aussi, l'impact sur Pauline Marois, et ça dénote peut-être un peu certains traits de sa personnalité. Vous écrivez toujours dans l'intimité du pouvoir. Le lundi 20 mai 2013, je vous lis. « Journée des Patriotes, Madame... » On parle de Mme Marois, bien entendu. « Madame passe la matinée à Saint-Eustache. Elle promet une plus grande place pour l'enseignement de l'histoire. Je rentre à Montréal en fin de journée avec la famille. Je me dis que Madame a du courage. Elle fait face. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit les difficultés. Mitterrand, le président français, disait que le courage consiste à dominer sa peur. Pas ne pas avoir peur. » Et là, vous écrivez, « Elle ne laisse rien transparaître, toujours ce contrôle d'elle-même. Paraître en contrôle, jamais elle ne m'a parlé de l'attentat. Je ne sais pas si elle l'a fait avec d'autres, c'est quelque chose que nous n'avons jamais abordé ensemble, sur l'attentat comme tel. » On n'a jamais parlé de l'attentat, encore aujourd'hui. Je l'ai vu ce week-end, d'ailleurs. On n'a jamais parlé de l'attentat.
elle a surmonté. Quand j'écris, c'est quelqu'un de très en contrôle. C'est une force et une faiblesse. C'est ça la réalité. Parce que peu importe la réalité par rapport à Pauline Marois, on l'aime, on ne l'aime pas, mais c'est pas la femme qui paraît le plus en public, qui paraît la plus facile d'approche et tout ça. Alors, c'est comme si elle s'était un peu créé un écran autour d'elle pour se protéger. Elle a été la première femme dans sa vie. Elle n'a pas juste été la première première ministre, elle a été la première plein de choses. Et elle s'est puis pour réussir ça, elle s'est protégée. Et ça fait donc un écran. Fait que moi, je l'ai côtoyé de très proche. C'est quelqu'un de très simple, très agréable, très ouverte, très spontanée. Et là, ça, c'est probablement le mot que personne n'aurait utilisé dans la salle pour décrire Mme Marois, spontanée. C'est vrai. J'aurais pu dire toutes sortes de choses, mais pas ça. Là, tu vois qu'il y a une espèce de... Alors, peut-être qu'elle a tout fait ce qu'elle a fait dans la vie parce qu'elle avait cette façon-là d'être. Et peut-être aussi qu'elle a raté un certain nombre de choses dans sa vie parce qu'elle avait créé ça. J'aimerais vous amener maintenant un petit peu sur un sujet relativement proche, connexe. On a des étudiants ici qui suivent des cours d'initiation à la science politique et vous avez été un acteur clé, un acteur vraiment de première importance dans ce qu'on appelle le cercle intime, le inner circle. Pauline Marois, elle devient première ministre, donc, en septembre 2012. Elle sera au pouvoir pendant 18 mois. Elle fait de vous son directeur de cabinet adjoint. Et ça, on voit très peu ça, en fait, dans les médias, etc. Les gens qui entourent dans l'immédiat un chef de gouvernement. Ça marche comment, ça, un cabinet d'un premier ministre, d'un cabinet d'une première ministre? Il y a un chef de cabinet, mais qu'est-ce que fait un chef de cabinet? Qu'est-ce que c'est un chef de cabinet adjoint? Ça marche comment, cette boîte-là? Grande question. D'abord, l'inner circle, ouais. L'aspect d'être proche du pouvoir, on pense qu'on est proche. Puis plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a toujours plus proche. Alors là, on est proche parce qu'on est 8 avec la première ministre. Là, à un moment donné, on est 4 dans une salle avec elle, là, on est vraiment proche. Là, à un moment donné, on est 2 dans l'auto, là, ça peut pas être plus proche que 2. Ah non, tu te rends compte qu'il y a plus proche, il y a plus proche. En fait, ils sont seuls. Le pouvoir isole beaucoup. Le politicien, il est seul. Et il n'y a rien qui nous illustre plus ça que quand on les voit lors des débats. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu le débat à TVA cette semaine. Il y en a un autre ce soir. Regardez ça. Jeudi, oui. Jeudi, oui, c'est ça. Demain. Quelle solitude. Ça fait 30-40 ans que tu fais de la politique, là, puis tu arrives là complètement seul, démuni, pas de notes, pas de conseiller, pas de... C'est vraiment... la pression, s'ils se trompent puis ils disent une connerie, leur carrière est finie. C'est incroyable le poids dont qu'ils portent et sont jamais bons. C'est jamais trop ça, pas assez ça. C'est terrible. Bon, je reviens à la question. Un gouvernement, ça fonctionne d'une façon très simple, c'est-à-dire que tu as un premier ministre et tu as d'un côté les ministres. Chacun des ministres dirige un ministère. Les ministres sont nommés par le premier ministre. Ça, dans la vie, vous allez voir, quand votre patron vous nomme à une responsabilité ou vous allez devenir directeur de ceci, cela, très important, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais, mais la hiérarchie dans la vie. T'sais, on est dans un sport, le coach. On ne fait pas n'importe quoi par rapport au coach. Alors, le premier ministre, quand tu es ministre, il y a un ascendant très fort naturel. Donc, tu as un premier ministre, d'un côté, tu as tous les ministres.
chacun des ministres est jumelé donc à un ministère. Je suis ministre de l'Agriculture, donc relève de moi tous les fonctionnaires de l'agriculture. Le patron des fonctionnaires, ça s'appelle un sous-ministre. Alors, le ministre, tous les ministres ont un sous-ministre face à eux. Le premier ministre gère tout ça. Gère les ministres, puis les sous-ministres, en bout de ligne, relèvent du premier ministre aussi, gèrent tout ça. Alors, voilà. Après, le premier ministre a un directeur de cabinet. Chaque ministre a un directeur de cabinet. Et ont des cabinets politiques. 10-15 personnes qui travaillent pour eux et qui font beaucoup la liaison avec la population et la liaison avec les sous-ministres, les fonctionnaires. Tout ça, travaillent ensemble. Alors, quand tu es directeur de cabinet du premier ministre, ce que j'ai été, en le fond, on était deux. J'étais adjoint, mais j'étais un peu comme... j'étais entre un conseiller spécial et un homme à tout faire. Bon. Donc, quand tu as la position que j'occupais, tu as le lien avec tous les directeurs de cabinet. Donc, tous les directeurs de cabinet de ministres, à quelque part, ils se rapportent au directeur de cabinet du premier ministre. Et tu as un lien avec les sous-ministres aussi, dont le patron des sous-ministres, qu'on appelle le secrétaire général du gouvernement. Donc, bref, tu es là partout. Il y a pratiquement pas de rencontre d'une moindre importance dans laquelle un directeur de cabinet n'est pas avec son ministre. Alors, moi, j'étais avec Pauline Marois pendant 18 mois qu'a duré le gouvernement. Il n'y a pratiquement pas de rencontre qu'elle a fait où j'étais pas là. Et j'avais la chance aussi d'assister au Conseil des ministres, qui est quelque chose d'exceptionnel dans la vie, là. Parce qu'on peut dire toutes sortes de choses sur la politique, mais au Parlement, il y a quand même juste 125 députés. T'sais. Alors, il faut se faire élire, il faut faire campagne. Puis de ces 125 députés-là, il y a toujours bien juste 25 ministres, ou à peu près 25 ministres. Puis il y a toujours bien juste un premier ministre. C'est vrai. Et comment gère-t-elle... c'est quelque chose de très, très exclusif. Et comment gère-t-elle, le Conseil des ministres, son style de leadership? Parce qu'on est toujours fasciné par le leadership en politique. Comment on gère les relations avec des ministres? Parce que il y a des têtes fortes. Ouais. Dans le cabinet Marois, il y a des grosses pointures. Oui, Jean-François Lisée. Bernard Drinville. Que vous connaissez peut-être. Qu'elle est directive, contrôlante, elle laisse un peu de lousse à ses ministres. Tout ça en même temps. Elle a naturellement une forte autorité. Donc, c'est... avant de dire à Mme Marois, je pense qu'on devrait faire ça ou on devrait faire ceci, tout ça, je pense que tout le monde réfléchit un peu. Puis c'était probablement comme ça avant, c'était probablement comme ça il y a 30 ans. Quand elle était beaucoup plus jeune, je ne serais pas étonné qu'il y avait ce sentiment-là. Un trait de caractère. C'est pour ça qu'elle est devenue première ministre. Il y a une espèce d'autorité naturelle. Sinon, elle a aussi une compassion naturelle. Alors, elle aime les gens. Elle aime le monde. Alors là, elle veut pas les brusquer, elle veut pas leur faire de peine et tout ça. Fait que ça crée aussi... C'est un style, fait que ça crée du flou aussi dans la relation parce que là, elle le dira peut-être pas directement. Il y a une espèce de flou. Donc, c'est un leadership très... elle fait confiance aux gens jusqu'à temps que la confiance est brisée. Il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus difficile que de travailler avec quelqu'un qui vous fait pleinement confiance. Parce que là, la responsabilité... tu l'as la confiance, donc la responsabilité, elle est très forte. C'est pareil en entreprise, là. Plus on a un patron qui nous fait confiance, plus on est responsable. Parce que là, il me fait confiance, Quand quelqu'un ne nous fait pas trop confiance, on a tendance d'abord à en faire moins. Puis on se dit, je ne suis pas le responsable final. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va passer. Mme Marois ne te donne pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre autour de toi, au-dessus de toi. Fait que tu es responsable. Moi, j'ai la chance. Je la connais depuis 25 ans. J'ai travaillé avec elle 2 fois dans ma vie. Bon, donc, dont les 18 mois comme première ministre. Et je la côtoie encore socialement. Moi, j'ai la chance
d'avoir sa confiance, puis j'ai même pu publier un livre. Et elle ne m'a pas poursuivi. Elle n'a pas tenté d'interdire la publication du livre. On dit ça à la blague, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait été un beau problème, d'ailleurs. Ça aurait pu arriver. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir sa confiance, mais c'est quelqu'un qui faisait confiance. Donc, les ministres arrivaient très préparés. Elle n'aime pas la confrontation, donc elle confrontait peu. En groupe. Elle pouvait confronter beaucoup en privé, mais ne confrontait pas en groupe. Donc, ça créait un climat où les ministres se confrontaient pas beaucoup non plus. Mais le passage du gouvernement Marois, donc gouvernement minoritaire, il y en a eu très peu dans l'histoire du Québec. Je pense que c'était le 3e. Il y en avait eu un en 1878. Là, je fais mon travail d'historien. Il y en avait eu en 2007 et Pauline Marois, c'était le 3e. Donc, c'est peu rare, mais 18 mois de pouvoir. Un bilan législatif assez imposant quand même. Donc, c'est un gouvernement qui a sprinté en termes législatifs. Oui, peut-être trop. Vous pensez? Parce qu'on a touché à beaucoup de choses. On est revenu sur les droits de scolarité. On ne sait pas. Moi, mon analyse, toute simple, c'est que tu veux devenir premier ministre. Tu fais des efforts là, incroyables. Elle a tout connu dans sa vie. Là. Son parti qui la lâche, des démissions, tout. Et là, elle devient première ministre. Et c'est comme si elle avait voulu agir comme si elle était majoritaire, mais dans un gouvernement minoritaire. Fait que si tu essaies d'entrer un programme qui est fait pour 4 ans, puis tu essaies de rentrer ça en 18 mois, bien, ça a donné ce que ça a donné. Okay. Mais le bras droit qui est donc, Dominique Lebel... ça a fait toutes sortes de difficultés, mais oui, ça a réalisé plein de choses. Mais Dominique Lebel n'a pas essayé parfois à l'occasion de lui dire « Madame Marois, peut-être que là, c'est trop, on surgouverne ». Est-ce que ça se dit, ça? Ah oui, ça aurait pu se dire, mais je ne le pensais pas pendant que les choses arrivaient. C'est des choses d'où l'intérêt d'écrire, d'où l'intérêt de prendre des notes. Alors, tu sais, dans la vie, ce qu'on pense en telle année, puis ce qu'on pense en telle autre année, puis les choses nous apparaissent toujours fixées pour toujours, mais c'est pas ça du tout. Fait que ça, c'est des analyses. Quand je fais l'analyse que je viens de faire, c'est une analyse a posteriori. T'sais, après, tu te dis, ah oui, là, c'est vrai, bon. Mais dans le feu de l'action, non. D'autre part, moi, je me suis jamais positionné. Je ne voyais pas mon rôle comme étant quelqu'un qui devait lui dire quoi faire. Alors, je pouvais dire ce que je pensais, comment je voyais telle affaire. Je répondais évidemment à ses questions. Je l'alertais sur plein de questions. Mais moi, la frontière, je ne suis pas un élu. Je n'étais pas un élu. Alors, moi, j'ai quand même une... C'est assez différent pour moi être élu et être un non-élu. Puis il y a un respect à l'élu. Il y a un respect à l'élu. Pour terminer dans l'intimité du pouvoir, donc le premier journal que vous avez fait paraître, en fait, ça se termine avec la défaite électorale du 7 avril 2014. C'est une défaite extrêmement difficile pour le Parti québécois. Et on sent déjà que les appuis au Parti québécois commencent à décliner déjà. On l'avait vu en partie en 2012. Ça se confirme aussi en 2014. Quel post-mortem, quel bilan vous tirez de cette élection de 2014? Qu'est-ce qui a cloché? J'ai jamais fait ce bilan-là. Mais le Parti québécois a perdu. Et a perdu de façon assez importante. Et puis, il y a eu des élections 4 ans plus tard. Et le Parti québécois a perdu encore. De façon encore plus importante. C'est ça qu'on peut en dire. Okay? Et tu peux faire des analyses là, de la baisse à travers le temps et tout ça. Alors, fait que j'ai écrit un livre. Il y a des gens qui l'ont lu quand il est sorti, donc en 2016. Puis c'est drôle, quand j'ai sorti le deuxième il y a quelques mois, il y a des gens qui ont relu le premier en disant « Ah, tu sais, on va relire le premier. » Bon. Et ils ont fait une lecture très différente
de 2000, lorsqu'il est sorti, puis on en fera peut-être une lecture, on en fera, pas peut-être, certainement une lecture différente plus tard. Alors, on ne le sait pas ce que j'ai écrit, dans le sens suivant. Peut-être que c'est la chronique du dernier gouvernement du Parti québécois. Peut-être que c'est la chronique du dernier gouvernement indépendantiste au pouvoir au Québec. On ne le sait pas. Et peut-être que oui, et peut-être que non. Moi, j'ai j'allais dire deux combats, là, c'est pas nécessairement là, mais comme deux convictions qui transcendent beaucoup. Je pense que ça ressort quand on me lit. Puis les gens qui sont autour de moi le savent. Moi, il y a deux affaires que j'haïs. Vraiment. J'haïs le fatalisme et j'haïs le cynisme. Le fatalisme, c'est de croire que les choses vont nécessairement se passer d'une façon X. Ou bien là, alors le fatalisme, pour un indépendantiste, ça serait de dire « Ah, ben là, ça n'arrivera plus jamais. » OK? Mais le fatalisme, pour un fédéraliste, ce serait de dire « Ah, ben l'indépendance n'arrivera jamais. » Tu comprends? Il y a deux lectures, et je déteste l'un comme l'autre. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On fait des trucs chaque jour, bon, on s'en va, non. Alors là, je l'applique aux politiques, mais on peut l'appliquer à tout. Okay? Alors, le fatalisme, c'est de croire que demain est la simple suite d'aujourd'hui. Alors, quand on regarde l'histoire des grandes guerres au 20e siècle, il y a beaucoup de gens qui ont eu des positions fatalistes qui ont été terribles pour plein de sociétés, mais c'est vrai dans notre vie aussi. On peut changer les choses. Il y a plein d'exemples. Moi, j'ai été dans des entreprises où on est des centaines d'employés, puis une personne, le dirigeant change, puis toute l'organisation est changée, la culture de la boîte. Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il y a plein d'exemples. Une seule personne. Alors, imagine si on se met à 10. On peut changer les choses. Sur la question environnementale, ah ben non, on n'y arrivera pas. Comment ça, on n'y arrivera pas? Moi, là, c'est quelque chose qui m'horripile. On peut changer les choses, il faut le faire. À chaque jour, on fait quoi? T'sais? Bon, alors ça, c'est une chose. Et ce qui alimente le fatalisme, c'est le cynisme. Parce que le cynisme, c'est ridiculiser ceux qui font. On est cynique à l'égard du patron, à l'égard du prof, à l'égard du coach, à l'égard du premier ministre, du ministre. Ça, là... Alors, on ridiculise le monde qui font « Ah, c'est lui, puis là, il y a ci, il y a ça. » Puis là, tu sais, on réduit l'intention des gens à des bas instincts, à des questions d'ego, des ça. Alors, le cynisme, donc, tu ne donnes pas la chance de changer le cours des choses. Parce que tu ridiculises tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose. OK? Tu sais, le petit fatigant là, ou la petite fatigante qui veut être président de classe au primaire, là, rappelez-vous là, le cynisme. Ah, bon. On ridiculise celui qui veut faire quelque chose. Fait que ça, c'est... Écoute, je pense que ça transcende beaucoup mon écriture. Okay? Ça, c'est deux choses. Fait que moi, je suis un mot plate, c'est pragmatique, mais je pense pas que c'est le bon mot. Okay? Mais moi, je crois à la capacité de chacun de faire quelque chose. Puis on peut le faire à petite échelle, à l'échelle d'une famille, d'une entreprise, tout ça, mais d'un pays, puis du monde entier. Moi, je suis très... C'est pas parce que l'histoire ne se termine... D'abord, l'histoire ne se termine pas avec nous. Puis, elle ne se termine pas demain, là. Okay? Fait qu'il faut s'installer, malgré tout ce qu'on dit, il faut s'installer dans le temps long et se méfier des idées toutes faites. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il faudrait avoir des opinions sur tout le temps. Okay?
Puis ça, on le voit beaucoup dans les médias, tu sais, que les chroniqueurs, puis tout ça, là, ils ont des opinions. Puis là, toi, tu penses quoi de ça? Puis là, l'environnement, t'es pour ou t'es contre? Ou t'es contre, ça... C'est quoi, c'est ça, cette question-là? La question de l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec, en ce moment, là, la meilleure position à avoir sur l'indépendance du Québec en ce moment est très claire. C'est que je ne le sais pas. Personne ne le sait, on ne le sait pas. Fait que, c'est vraiment pertinent de dire aujourd'hui, je suis indépendantiste, je suis fédéraliste. Peut-être, là, si tu en as la conviction profonde, oui. Mais sinon, on n'est pas obligé d'avoir des opinions pour tout. Les opinions se forgent avec le temps, se transforment. Puis, entre le noir et le blanc, là, il y a plein de positions nuancées. Puis le bonheur dans la vie, là, il est beaucoup là-dedans. Mais Dominique, les faits sont têtus aussi. Hein? Quand on parle de souveraineté, puis c'est un peu ce qui a activé votre engagement politique, la souveraineté. Oui et non. Oui et non. Oui, en partie, en bonne partie, et non parce que pas que ça. Je dirais oui quand j'étais jeune, puis non plus récemment. Si je suis allé travailler avec Mme Marois en 2012, c'est parce qu'elle me l'a demandé. Et je ne suis pas allé parce qu'elle était indépendantiste, je suis allé parce que je l'aimais beaucoup. Et puis, je me disais, c'est une occasion extraordinaire. C'est une fois dans une vie que quelqu'un que je considère comme une amie devient premier ministre. Alors, tu sais, dans 10 ans, j'avais un ami qui devenait premier ministre puis qui portait un autre message qu'elle. Tu sais, je ne veux pas présumer de ce que je dirais. Quand j'étais plus jeune, la question de l'indépendance m'animait beaucoup, mais c'est normal. Si vous aviez été à ma place, elle vous aurait animé aussi, pour ou contre, mais aussi. On avait un référendum. Puis on avait, c'était... mes années universitaires, c'est le référendum de Charlottetown, un truc... Ouais. L'élection du PQ, Lucien Bouchard qui démissionne du fédéral, Jacques Parizeau, c'était une personnalité comme il n'en existe pas aujourd'hui. Tu sais. Alors, on était forcés de se positionner. Il y avait... Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Alors, ça reviendra peut-être pas, on ne le sait pas. Mais c'est pas là. Donc, on n'est pas obligé de porter toutes les questions. Tu sais, on n'est pas obligé de... Alors, fait que est-ce que c'est... tu sais, je pense pas que j'ai une écriture indépendantiste. Là. Je pense pas que mes livres sont faits pour des gens qui sont indépendantistes. Là. En tout cas, j'espère que non. J'espère que... Puis je pense que, surtout le deuxième, parce que le premier, évidemment, il y a un écran. Là, tu peux pas lire mon livre sans que... Tu sais, Mme Marois est à toutes les pages. c'est vrai qu'il y a plus de détachement. Comme entre moi et le lecteur, il y a Mme Marois dans le premier livre. Le deuxième livre, non, c'est plus moi. Alors... tout cet aspect-là est moins présent. Puis on en vient au deuxième livre, donc L'Entre-deux-mondes comme tel. C'est un journal qui brosse très large parce que vous êtes imbibé de tout ce qui se passe dans l'actualité, et pas juste l'actualité québécoise, mais l'actualité aussi internationale. Et le côté très pratique d'un journal, c'est qu'en le lisant à rebours, on reprend le fil de l'actualité aussi, et vous notez très régulièrement d'ailleurs, et j'aime bien, ça peut paraître un peu curieux, mais le départ de certaines personnes, le décès de certaines personnes et de grandes femmes et de grands hommes aussi. Ce qui est intéressant dans le... J'écris toujours large. Hein? Oui, c'est vrai. Je suis un petit peu obsédé par... c'est vrai. Par le temps. Parce qu'il y a des grosses pointures qui nous ont quittés, là, le sénateur John McCain aux États-Unis, Fidel Castro en 2016, etc. Et vous le notez, et ça, moi, j'ai particulièrement apprécié ça dans un journal. Ce qui est intéressant dans le début de l'Entre-deux-mondes, le journal des années 2016-2018, c'est qu'il y a comme, dans le fil de l'actualité, un fait saillant qui revient. C'est drôle, c'était un petit peu dans mon angle mort personnel, l'avenir des fleurons québécois, sur le plan économique, notamment... Rona, les rôtisseries Saint-Hubert. Et pour vous aussi, dans l'écriture, dans la prise de notes, ça aussi, vous avez considéré que c'était important, ce qui se passait au Québec à ce moment-là, l'avenir des fleurons québécois. Parce qu'il y a beaucoup de fatalisme sur ces questions-là.
On est c'est normal et tout ça. Il y a une espèce... Ça part, puis on en crée d'autres, puis tout ça, ce qui est complètement ridicule, comme ben non, c'est pas vrai. Et, avec Rona, on avait un très, très grand quincaillier québécois, puis là, c'est pas vrai qu'on le vend, puis là, on est en train de le dépecer en ce moment, d'ailleurs. Mais c'est pas vrai qu'on le vend, mais on va en créer une autre. Puis tout ça. Ça revient à ce que je dis depuis le début, là, de penser que la Terre, elle roule tout seul, puis il n'y a rien de grave. Puis non. C'est pas vrai que les choses... On le voit avec les médias écrits, là. La disparition des journaux, là, moi, je me suis fait dire là, pendant des années, là, ben voyons donc, Dominique, quand il y a un média qui meurt, il y en a un autre qui naît. OK. Ben c'est pas arrivé encore. Alors, c'est pas vrai. Il y a des choses... Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut se battre à un moment donné. Et sur les entreprises, c'est juste une chose très simple. C'est que toutes les entreprises naissent quelque part. Puis, et chaque entreprise... C'est comme un gouvernement, là, chaque entreprise a un cerveau. Son dirigeant / le lieu où sont les dirigeants. Alors, c'est pas vrai que s'il n'y a aucune grande entreprise dont les dirigeants, les décisions se prennent au Québec, c'est pas vrai qu'on va créer des entreprises qu'on va avoir des entreprises qui vont enrichir notre société de 1000 façons. Il faut qu'on ait un certain contrôle sur notre économie. Pas sur tout. Tout n'a pas la même importance, mais par secteur d'activité, il y a des combats à faire. Moi, j'ai travaillé dans la plus grande agence de publicité canadienne, plus grande entreprise de publicité québécoise. Aujourd'hui, elle est chinoise. Puis là, non, on va en créer d'autres. Ben, je m'excuse, mais il y a longtemps, là, ça ne me rajeunit pas, mais il y a longtemps, j'ai présidé l'Association des agences de publicité du Québec. Fait que j'étais le président d'une association qui regroupait toutes les boîtes de publicité au Québec. Sur les 10 plus grandes agences de publicité au Québec, à cette époque-là, 8 étaient de propriété québécoise et 2 de propriété internationale. Bien, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Sur les 10 plus grandes agences de publicité au Québec, il y en a 2 qui sont à propriété québécoise. Bien, eux, là, quand tu fais de la publicité, là, si on fait pas si on n'est pas dans le secteur de la culture, quand on fait de la publicité, je ne sais pas dans quel secteur on est. Hein? Toute comment on met en marché des produits, comment on va convaincre une population sur une question, parce qu'en publicité, on ne vend pas juste des produits, on vend des idées aussi. Alors, ça a de l'impact. Puis oui, c'est un pan de l'économie qu'on a un peu, dans lequel on a perdu du contrôle. Ça a son importance. Je ne dis pas qu'il fallait que le gouvernement achète les boîtes de publicité, mais il faut toujours bien s'en rendre compte, réaliser ce qu'il est en train de faire, ce qui est en train d'arriver, puis là, de voir si on met des choses en place. Je vous ramène sur le terrain politique, parce que c'est un peu mon terrain de prédilection aussi, mais donc défaite du Parti québécois aux élections de 2014. Et dans votre journal 2016-2018, bien, forcément, le Parti québécois continue son existence, continue sa vie. Vous relatez, parce que ça fait les manchettes forcément, une nouvelle course au leadership du Parti québécois. Mais juste avant de parler de cette dernière course au leadership qui va voir couronner Jean-François Lisée, qui s'est présenté d'ailleurs comme chef du PQ à la dernière élection en 2018, il y a l'étoile filante en politique qui fait son apparition, qui est Pierre-Carl Péladeau. Dans votre rétroviseur, le passage de Pierre-Carl Péladeau, vous interprétez ça comment au Parti québécois? Je ne peux pas en parler, on est filmé. C'est vrai, OK. Mais intéressant parce qu'il est outsider. Hein? Mais, c'est juste sur le site de notre bibliothèque, ne vous inquiétez pas, ça ne passera pas sur CNN, mais c'est un outsider du Parti québécois. Oui, alors que Pauline Marois fait ses apprentissages dans le cadre d'un parti politique. Oui. Et c'est une école de formation, le parti politique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un apprentissage, c'est un métier, tout ça. Bon. En même temps, on a le droit d'être un outsider en politique. Ça appartient à tout le monde. Puis les partisans du Parti québécois, ils ont voté pour lui pour devenir chef. Alors, tu sais, oui, c'est quelqu'un de l'externe, mais il y a du bon parfois à avoir quelqu'un d'externe qui vient faire de la politique, tu sais.
la difficulté, c'est le temps. Le temps est important dans la vie, là, et il n'a pas été là assez longtemps pour faire quelque chose de bien ou de mal, d'ailleurs. Tout ça s'est passé trop rapidement. Puis on ne peut pas dire aujourd'hui que son passage en politique a été un échec ou pas un échec, parce que ça a été trop court, mais ça donne toute la difficulté pour quelqu'un d'externe, par contre, de venir faire de la politique, parce que c'est un métier très, très, très difficile. Ça demande des réflexes qu'on n'apprend pas en lisant un livre. Mais je suis pas... mais si je pense qu'on ne peut pas présumer ce qui va arriver dans l'avenir. OK? Alors, peut-être refera-t-il de la politique un jour, M. Péladeau, à voir. Il laisse entendre que oui. Alors, bon, à voir s'il en fera ou pas. Donc, ça, c'est une question. Mais là, le passage n'a pas été particulièrement frappant, je pense. Et la réalité, je ne veux pas dévier de la question trop, mais en même temps, je pense que de façon très froide, les années actuelles, la politique québécoise existe pas beaucoup dans nos vies. OK? Et je pense que ce qui restera de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, comme des gens ont vécu dans le temps de la guerre du Vietnam, là, puis que d'autres ont vécu. Moi, je pense qu'on est dans les années Trump. Et c'est ce qui va rester de notre époque. C'est pas particulièrement joyeux, mais je pense que vous, là, toute votre vie, c'est un marqueur. Vous allez faire un lien entre... vous étiez au cégep puis Trump était président. Je suis sûr de ça à 100%. Okay? On est dans les années Trump et ça va avoir... mon livre s'appelle « L'entre-deux mondes. Hein? C'est vrai? C'est beaucoup ça. C'est-à-dire sans... je ne suis pas un devin, là, mais on est... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose comme un monde qui finit en ce moment. Et il y a quelque chose qui commence ou qui va commencer. On est peut-être dans un vide qui va durer plusieurs années. Je pense vraiment qu'on est dans un entre-deux. Politiquement et dans nos vies aussi, dans notre relation en société, il y a plein de choses qui se transforment actuellement. La relation homme-femme, la relation entre les races. Il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui. Il y a une espèce de... Et on a comme, depuis quelques années, si on voulait historiquement mettre une date, c'est peut-être la chute du mur du Berlin, qui a ouvert comme une parenthèse. Puis là, depuis ce temps-là, on a levé de la poussière. Et un jour, elle retombera. Et là, on pourra dire qu'est-ce qui est arrivé. Mais en fait... Puis la question du Québec, de l'indépendance du Québec, la place du Québec, le pouvoir du Québec, le Québec qui est le Canada, le Québec dans le monde, le Québec... Pour moi, en ce moment, c'est tout là-dedans. C'est tout enchevêtré. Et c'est dominé par l'ère dans lequel on est, qui, je pense, est l'ère Trump. Et est-ce qu'on est inquiet, Dominique Lebel, honnêtement? Non, il ne faut pas être inquiet. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça ne présume pas du tout de demain. Il ne faut pas être inquiet. Il faut agir. Il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut réfléchir, il faut lire, il faut écrire, il faut être actif si on veut construire quelque chose demain. Mais si l'avenir est ressemble à nos années actuelles, là, on pourrait être inquiet. Mais il n'en tient qu'à nous. Puis on est capable. Tu sais, je rappellerai que le peuple américain qui a voté pour Trump, c'est quand même le même peuple qui a voté pour Obama. C'est pas, les Américains ne sont pas devenus des fous furieux tout à coup, là. C'est vraiment une question de un petit nombre de gens, quelques pourcentages qui vont plus à droite, plus à gauche. Puis, on est dans la question de l'indépendance du Québec. Là, on est là, c'est fini, rembarré, ça n'a jamais existé. Ben, c'est parce que à 50
à 50 000 personnes, on serait indépendant, mais on n'en a aucune idée dans quel type de monde on vivrait aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Donc, des petits exemples, là. Obama versus Trump, le prochain, Trump va peut-être se faire réélire la prochaine fois. C'est possible. Peut-être qu'il va perdre. Peut-être qu'il va se faire réélire. Puis mais un jour, il ne sera plus là, évidemment, parce que tu vas te présenter plus que 2 mandats. Puis après lui, ça pourrait être quelqu'un de très progressiste. Alors, il faut juste que, personnellement, qu'on ait des opinions, quelles qu'elles soient, le faire exister. Je ne sais pas combien d'entre vous vous avez des comptes Instagram. Quelques-uns ici. Alors, vous écrivez votre journal. C'est juste. Alors, donc, dans votre tête, dans votre façon d'être, il y a quelque chose qui, tranquillement, est en train de se construire, est en train d'exister, puis on ne sait pas exactement c'est quoi. Ce qui est quand même une des plus belles choses dans la vie. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'on devient. On ne sait pas ce qu'on devient. Puis quand on regarde la personne qu'on était... moi, je prends de l'âge, fait que je peux dire des grossièretés comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je faisais telle chose ou je pensais de telle façon. Je peux le dire en plus à cause du fait que j'écris. Tu vois que c'est quand même fantastique tout ça. Et et la vie est quand même difficile. On est dans un temps, tu sais, quand je dis qu'on a levé de l'air, puis on ne sait pas comment ça va retomber, on est quand même un peu en train d'essayer de se faire croire qu'on pourrait vivre avec des oreillers de tout bord, de tout côté, puis pas se faire mal, tu sais. Puis que personne ne va nous dire qu'on est gros si on est gros, puis qu'on est petit si on est petit, puis que, qu'on est laid si on est laid, puis bon. La vie, là, si on est gros, quelqu'un va finir par nous dire qu'on est gros. Puis si on n'est pas fin, il y a quelqu'un qui va finir par nous dire. Puis il y a de l'injustice, puis tout ça. Mais on se construit comme ça. On se construit dans une certaine adversité. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis en ce moment, on est dans un... Il y a beaucoup de questions dans notre société où on voudrait faire attention à tout. Je ne suis pas certain que c'est une voie très championne. Je pense qu'au contraire, il faut se l'admettre que c'est pas simple, c'est assez complexe, c'est assez dur, mais on y arrive puis on finit par avoir beaucoup de plaisir là-dedans. Mais il n'y a rien qui me fait plus rigoler que quand on me dit « Ah, ben toi, Dominique, on sait, ça a été facile. » Ben moi, ça me fait vraiment rigoler, là, parce que c'est vraiment pas la réalité. Alors, mais de l'extérieur, c'est comme un joueur de hockey. Je ne sais pas si je peux vous donner beaucoup de références au hockey, mais si on prend n'importe quel sport, mais dans le hockey, c'est très clair. Les joueurs de hockey qui sont très bons, ça a l'air vraiment facile. C'est déplaçant, c'est... Talent naturel. Alors, est-ce qu'on pense qu'ils n'ont pas travaillé? Est-ce qu'on pense que ça n'a pas été difficile, que c'est pas dur et tout ça? Bon, c'est pas parce que ça a l'air facile que ça l'est. Je me permets, juste avant de céder peut-être une période de questions à l'auditoire, des questions en rafale sur l'actualité politique, juste pour voir un peu comment Dominique Lebel se positionne. Je reviens sur la scène québécoise. J'ai fait le lapsus ou l'erreur tout à l'heure en se rencontrant, en parlant de la scène provinciale, et je me suis fait bien noter la chose par Dominique Lebel. L'avenir du Parti québécois, qui n'a toujours pas de chef, seulement un chef intérimaire, qui est Pascal Bérubé. L'avenir du Parti libéral, et là je parle de l'avenir des 2 grandes formations politiques de l'histoire, qui va cheminer vers une course au leadership où il ne semble pas y avoir particulièrement de courant. On en est où avec les 2 grands partis? L'entre-deux-mondes. Dans l'entre-deux-mondes, toujours. C'est-à-dire que ça prouve exactement le point que je faisais tout à l'heure. On est dans une espèce d'entre-deux. Puis, il y a un effondrement du Parti libéral du Québec et du Parti québécois. Les 2 forces historiques des 40 dernières années sont au plancher. ont les batteries à terre en ce moment. Et là on se fait croire que donc tout ça est fini, puis que la CAQ est là pour toujours.
C'est toujours... on a une propension là, à faire comme si le monde était fini. Là, alors, la CAQ est là, puis à un moment donné, elle va perdre. Puis ça va prendre d'autres mondes pour prendre la place. Fait que c'est ça la question. Si on veut faire de la politique aujourd'hui, ben soit qu'on en fait avec la CAQ ou on en fait avec qu'on pense qui devrait être le mieux pour la suite. Fait qu'il y a un repositionnement et tout le monde est à se poser des questions actuellement. Et dans ce repositionnement... Mais le Parti libéral, il va revenir. Parce qu'il représente des éléments quand même fondamentaux dans la société. C'est-à-dire qu'il va rester une communauté anglophone très présente, auquel s'associe une bonne partie de la communauté allophone, des immigrants. Alors, ils vont renaître, là. Ils ont un enjeu de connexion. Le Parti québécois, ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre. Moi, je ne pense pas que la question de l'indépendance va disparaître tout à coup par enchantement. Là. Il y a les sondages, tu le regardes de toutes sortes de façons, 27, il y a toujours 25-30 %. Donc, mais est-ce que ça va être représenté par le Parti québécois demain? Ça, c'est pas certain. Puis c'est dur à dire ça, mais c'est pas si important d'une certaine façon. Tu sais, sur le temps long, il y a des choses. Mais dans un temps plus court... C'est le fond des choses qui comptent. Mais dans un temps plus court, il semble que vous avez parlé de repositionnement, donc l'axe fédéraliste souverainiste semble un petit peu s'évanouir et le vieil axe gauche-droite semble un petit peu plus se revigorer, notamment avec Québec solidaire. Je me permets de vous dire que dans le journal L'Entre-deux-mondes, à quelques passages près, quand il est question de Québec solidaire, je sens chez Dominique Lebel une réaction peut-être un petit peu plus épidermique. Je me trompe? Il y a... non. Donc, je ne me trompe pas? Non. OK. J'ai bien lu. Mais ça, c'est ma conception de la politique. C'est-à-dire que moi... Et j'admets qu'on peut avoir une conception différente. Moi, ma conception de la politique... Moi, je fais de la politique pour pouvoir changer les choses. Alors, donc, je suis dans une optique où j'ai besoin donc d'un programme qui va rallier du monde, avec lequel on peut aller chercher... Parce que une majorité, etc. T'sais. Moi, je pense que tu as une large part de la population qui est sur à peu près toutes les questions modérées. Très large. Et tu as des gens plus marginaux à gauche, puis plus marginaux à droite, qui parfois représentent 5 %, 10, 15, 20, ça varie, mais ça demeure les marges. Québec solidaire sont dans une marge. Okay? Des fois, ils essaient de faire comme s'ils étaient un parti mainstream, mais tu ne peux pas être un parti mainstream puis dire... je ne crois pas à l'économie de marché, puis on va nationaliser toutes les entreprises au Québec. Le gouvernement va... toute la population du Québec va être employée par le gouvernement. Puis c'est parce que c'est ça qui est dans le programme. Là. J'exagère un peu, mais à peine. Alors, moi, c'est juste une façon de voir la politique. Fait que je comprends qu'il y a du monde qui sont plus en marge, puis qu'il y a des vertus à ça. Je suis pas... Mais moi, je me présente pas là. Moi, je suis vraiment dans un mode où moi, je veux changer les choses assez rapidement. Puis pour changer les choses, j'ai besoin que les gens modérés soient convaincus de quelque chose, puis embarquent. Ce qui m'amène à la question environnementale. Moi, je pense que, malheureusement, tristement, le mouvement environnementaliste est demeuré justement dans les marges trop longtemps. Ils ont été trop longtemps dans une... Nous autres, on est l'opposition. Puis là, les gouvernements, c'est de la merde. T'sais. Bon. Trop longtemps dans les marges. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de dire ça, puis il faut que tu sois toi-même le gouvernement puis que tu le fasses. Alors, là, probablement, je pense qu'on peut faire l'évaluation que là, tranquillement, il y a un truc qui va se faire. Puis on va avoir des gens
de plus en plus conscientisés sur la question environnementale au pouvoir. Je pense que le mouvement est un peu irréversible, mais il aurait dû être là il y a 25 ou 30 ans. Il est arrivé un peu tard, et moi, je suis très critique des groupes environnementalistes sur cette question-là, okay? Qui se sont complaire trop longtemps dans l'opposition, plutôt que dans « on va le faire, l'action, on va être au gouvernement ». Puis il y a des... Et je dis ça, puis je suis pas en train... Non, il y a des pays où c'est arrivé, là. Puis ça donne bien. Les pays que les environnementalistes nous donnent en exemple, là, bien, c'est des pays où les environnementalistes ont réussi à tenir un discours qui allait chercher une majorité de gens dans la population. Et si je reviens à mon point, la majorité, elle est modérée. Donc, ils ont réussi à faire cette jonction-là et d'avoir des gouvernements environnementalistes. Alors ici, à mon avis, ça va arriver, mais c'est un accouchement qui est difficile. Alors, je vais tirer une première ligne ici parce qu'il y a encore beaucoup de questions que j'aimerais poser à Dominique Lebel, notamment sur la littérature, parce que c'est un amoureux fou de la littérature. Il lit notamment une quantité innombrable d'auteurs. Et étant un grand passionné de littérature aussi, je pourrais m'enfermer avec un bon café pour tout le reste de l'après-midi avec lui. On pourrait échanger, mais je veux vous donner l'occasion peut-être de poser des questions de tout ordre à Dominique Lebel. Et si vous avez des questions, je vous demanderai d'aller vers le micro là, qui est sur votre gauche pour qu'on puisse peut-être bien entendre votre question. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite lancer une première question? Allez-y, ça peut aller sur le domaine politique comme dans d'autres domaines. N'hésitez pas, allez-y. On est à votre écoute pour les prochaines minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y en a pas, on va poursuivre effectivement peut-être encore quelques minutes. Pas de questions? Sûr? Je vais peut-être terminer avec une dernière question, mais je vais vous amener sur la scène canadienne. Il y a une élection le 21 octobre prochain. Vous l'avez suivi, j'imagine. Je devine que Dominique Lebel doit prendre dans son calepin quelques notes. Quelles observations vous faites jusqu'à maintenant de cette campagne électorale canadienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre regard, qui a titillé un petit peu votre œil? D'abord, je ne trouve pas ça très intéressant. Comme campagne électorale? Oui. Je ne sais pas si vous êtes passionné par la campagne actuelle. Je ne trouve pas ça très passionnant. J'observe que les... en tout cas, ça apparaît clairement cette fois-ci. J'allais dire que c'était plus important cette fois-ci. Je ne suis pas sûr de le dire, là, que ce soit effectivement le cas, mais j'observe... il y a clairement une élection canadienne en ce moment et une élection québécoise. Puis ça, c'est quand même assez particulier, t'sais. Puis ça, c'est pas mené par... c'est pas à cause du Bloc québécois, là. C'est ça à cause des propos des candidats qui se présentent pour être premier ministre du Canada, là. Ils tiennent vraiment un discours québécois, puis un discours au Canada, puis il me semble que ça apparaît plus clairement que d'habitude. Je ne sais pas donc, si parler des deux côtés de la bouche. Ouais. Alors là, ça fait une drôle d'élection, puis ça fait un drôle de pays en bout de ligne. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il y a des fractures nouvelles, ne serait-ce que les intérêt de l'Alberta puis du pétrole versus les autres provinces. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des aspects, on ne parlait pas de ça il y a pas si longtemps, là, tu sais, c'est des aspects nouveaux de fracture dans ce pays-là. Alors qu'on était habitué qu'il y avait vraiment juste la fracture Canada-Québec. Là, la fracture Canada-Québec, elle est claire, puis elle est mélangée dans tout ça. Tu sais, une espèce de... Alors, je trouve ça un peu difficile à suivre. Je sais pas trop comment les électeurs vont en bout de ligne. Là, le Bloc québécois semble monter. Ouais. On verra de ça? Oui, tout à fait. Moi, je pensais que ça mord. Ça monte un peu. Est-ce que ça va être le cas rendu au vote? Je ne sais pas. On va voir, mais
ils vont faire mieux que la dernière fois. Là, à coup sûr, il y a une progression, je pense que là, on ne se trompe pas. Mais sinon, bref, je trouve pas ça très passionnant et tout ça. On se retrouve dans les... Ce qu'il y a une chose de sûr, c'est que dans l'histoire récente, là, quand je dis histoire récente, depuis 50 ans là, ou 60 ans, rarement y a-t-il eu de Québécois en si petit nombre autour des chefs des partis principaux. C'est juste. OK? Puis ça, j'ai pas lu ça nulle part. Il n'y a personne qui note ça parce que c'est peu connu, puis c'est tout ça. Mais M. Trudeau et M. Scheer, dans les deux cas, vivent et travaillent avec des anglophones du reste du Canada. C'est d'ailleurs un peu ce que Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, avait mentionné. Oui, quand lui il trouvait que c'était très... Oui, c'est vrai. Que c'était beaucoup Toronto qui était autour et de moins en moins on est dans des Québécois. Parce que si le père de Justin Trudeau pouvait avoir plein de défauts, on pourrait faire tout un midi là-dessus. Mais il y avait beaucoup de Québécois francophones autour de lui. Beaucoup. Puis là, Mulroney, Jean Chrétien, il y en avait plein. Là. L'idée, c'était pas qu'eux-mêmes étaient des Québécois francophones, c'est qu'ils étaient entourés de Québécois francophones. Puis si on revient aux discussions de tantôt sur l'entourage d'eux et tout ça, bien, c'est très important, les gens qui sont autour de toi, les discussions que tu as au jour le jour, dans l'auto, en t'en allant un truc et tout ça. Et je remarque qu'il n'y a pas de Québécois francophones. Il n'y a pas de Québécois tout court. Là. Je pense qu'on n'est pas obligé de dire francophone. Pas de Québécois, ou presque. Là, c'est sûr qu'on pourra dire oui, un tel, oui. Mais très peu autour des chefs. Et je pense que ça colore aussi tout ça. Fait que quand ils viennent au Québec, c'est un peu désincarné. Donc, ils ont du mal à tenir un discours au Québec qui se tient pour les Québécois puis qui fait du sens, puis d'arriver au Canada anglais puis d'avoir un discours qui se tient pour eux puis qui n'est pas contradictoire, ils ont du mal à le faire. Et ça se fait. Et ça s'est fait dans l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de me retrouver dans une soirée avec Brian Mulroney. Moi, j'étais un peu trop jeune pour... j'ai pas fait de la politique avec Mulroney. Là. Mulroney était premier ministre, je devais être à la fin du secondaire ou peut-être même au cégep. J'étais au cégep quand Mulroney était au pouvoir. Ouais. Et Mulroney, c'est ça, que j'ai vu il y a quelques semaines, il parle, puis tu te dis « Wow! Il n'y a pas de premier ministre du Canada qui ont parlé du Québec depuis lui. Il y a une capacité de... Même si je suis indépendantiste, je ne crois pas du tout que c'est une fatalité. Puis je crois pas que ce pays-là ne pourrait pas marcher, puis tout ça. Là, puis je crois que tu peux tenir un discours qui va rassembler, qui va faire du sens et tout ça. On ne le voit pas dans cette campagne-ci. D'abord, avant de procéder au tirage des 3 exemplaires, je vais vous demander de ressortir de votre petit coupon, de l'avoir très proche de votre petit index. Mais juste avant de procéder au tirage, j'aimerais ça qu'on remercie bien chaleureusement Dominique Lebel d'être venu à notre rencontre au Cégep Édouard-Montpetit. Merci Dominique. Bienvenue. Franchement, merci tout le monde.